Bonjour, je vais vous présenter la dernière version de l'intégration de ChatGPT avec Fast and Studios. Euh, donc on a, ici vous voyez que j'ai l'environnement designer, c'est-à-dire qu'un utilisateur normal ne voit que les onglets Fast et Studios. Et en fait, ici on a un environnement de test pour cette nouvelle interface avec ChatGPT 4o maintenant, mais bon, évidemment, on peut s'interfacer avec toutes les autres versions, tous les autres moteurs de ChatGPT. On pourrait bien sûr s'interfacer avec d'autres outils. Je vais vous expliquer pourquoi on a choisi Foro. Mais d'abord l'interface. Donc ici, vous avez un Project by Structure Creation window. En fait, l'idée, c'est que vous définissez le système pour lequel vous voulez créer votre plan projet. Et dès que vous l'avez créé, alors vous pouvez changer. Enfin, ici, il faut quand même donner quelques critères parce que si on se demande, si on se contente de donner une solar plant par exemple, c'est pas suffisant. Il faut quand même la dimensionner pour avoir une idée du coût et du délai qui soit réaliste. Et il faut aussi possible la localiser. Voilà. Donc en fait, si vous faites des questions qui sont trop simples ou trop directes, la réponse évidemment sera très insuffisante. Si vous contextualisez votre besoin, vous donnez des critères, des drivers de coût et de délai assez clairs, là vous avez un résultat qui est de bien meilleure qualité, évidemment. Alors, le but c'est pas de tout faire automatiquement, mais c'est d'apporter des éléments de réponse et éventuellement un point de départ si on veut ensuite simplement réviser, améliorer le premier résultat. Ça évite énormément de temps de saisie, on va le montrer. Donc dans l'interface, on envoie cette question. Et aujourd'hui, on a décidé de fonctionner en interface textuelle. Donc je vais supprimer le menu de... Je vais bouger le menu ici de contrôle pour, euh, pour faciliter la lecture. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de réaliser différentes étapes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on suit le processus de création d'un projet avec Fast and Studios. Mais cette fois-ci, toutes les étapes sont découpées en petits morceaux et on interagit en fait avec ChatGPT sur chaque étape élémentaire, je puis dire, pour poser des requêtes simples et avoir des réponses de bonne qualité. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris For-O pour cette version-là? C'est parce que il est possible d'interagir de manière très structurée, c'est-à-dire qu'on peut définir des formats JSON ou des formats d'export de données structurées. Ça veut dire que quand l'outil pose une question, on est capable de récupérer les informations et les intégrer directement dans le modèle de manière très simple. Voilà, donc ça c'est le choix. Ensuite, là vous comprenez, next step à chaque fois, ça veut dire qu'on fait des requêtes élémentaires sur plein de parties différentes. Donc on a commencé par la partie produit. Ensuite, on va associer des cycles de vie sur chaque produit, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire du design, du build, de l'install, de l'achat, ce genre de process. Et puis ensuite, on va déterminer l'ensemble des milestones du projet. Pareil, ici, on peut caper par un nombre de milestones ou pas. Euh, et finalement, on va dire quand est-ce que les activités sur chaque produit vont commencer, vont s'arrêter en fonction des milestones. Et puis pour finir, on va définir des informations de temps de cycle, de coût et de charge de travail sur chaque produit et chaque processus, cycle de vie élémentaire appliqué à chaque produit. Voilà. Et donc, il est en train de compulser ça et à chaque fois de nous proposer des estimations moyennes. On pourrait lui demander une fourchette aussi. Voilà. Enfin, bon, pour l'instant, on est parti sur un certain nombre d'hypothèses, mais c'est très très simple en fait d'adapter cette, ce fonctionnement. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ChatGPT Foro Mini, en fait, il est possible d'isoler entre guillemets ce modèle sur une machine sans accès à Internet, et puis ensuite de lui apporter des informations
spécifique correspondant à un client, à un environnement client ou à tout un ensemble d'expériences ou de connaissances liées à une entreprise pour améliorer en fait les réponses aux questions ici et du coup améliorer les temps de saisie. Alors, l'air de rien, ici, si on veut initier un projet, si on imagine qu'on fait un PBS qui a une centaine de lignes, ça va nous faire de l'ordre de 700 à 800 cases d'informations à remplir. Et ici, au lieu de les remplir, en fait, elles vont être toutes remplies automatiquement. Et on va commencer avec un premier jet de projet qui sera déjà quelque chose de structuré, qui donnera un ordre de grandeur, ou en tout cas un certain nombre d'idées. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup d'améliorations dans tout ce qui est vérification. On fait déjà beaucoup, mais on est en train d'améliorer la notion de check et de vérification sur chaque étape élémentaire pour avoir un résultat qui soit le plus probant possible. Voilà, donc dans le partage des tâches avec un utilisateur final, l'idée en fait c'est que vous commencez, toutes les informations dont vous avez besoin peuvent être proposées, on va dire, dès le départ, et puis ensuite vous pouvez arriver avec un regard critique, modifié. Et éventuellement, on peut aussi faire plusieurs runs pour les comparer et voir s'il y a des grosses variations d'une fois sur l'autre. A priori, non. Ce qu'on observe, c'est que c'est extrêmement stable dans les structures de réponse, bien qu'on n'ait pas paramétré ça en particulier sur les demandes. C'est sans doute dû au fait qu'on découpe en fait le projet en tout petits morceaux, ou les requêtes en tout petits morceaux. Voilà. Je pense que ce qui est intéressant ici, par rapport aux usages classiques, je veux dire, pure intelligence artificielle, c'est que, en fait, l'utilisation de l'IA est guidée par le modèle et on se contente finalement de demander au système des questions relativement simples et très très contextualisées avec un format de sortie bien défini. Ça finalement, ça permet d'être beaucoup plus précis sur la qualité des réponses, sur les réponses elles-mêmes, leur qualité et sans doute aussi leur fiabilité. Ensuite, on peut faire des tests qui sont liés au modèle lui-même, pas toujours bien sûr, mais on a un certain nombre de choses qu'on peut vérifier directement sur le modèle. Et ensuite, un utilisateur expérimenté, bon, bah, il va regarder ça, il va avoir des tendances, il va voir tout de suite si ça lui parle ou pas. Et ça peut permettre de challenger déjà de base des premières simulations, des premières estimations sur un projet. Voilà. Ça, c'est la partie, je dirais, réellement accessible sans investissement complémentaire. Et ensuite, comme j'ai déjà expliqué, si vous avez un environnement, enfin, par exemple tout un historique de projets, de contrats ou d'informations, là, il faut utiliser une technologie complémentaire et mettre à disposition ces informations pour faire pour qu'elles soient prises en compte, on va dire, dans la génération. Voilà, donc, évidemment, les délais de réponse à ce niveau-là sont assez longs, c'est-à-dire qu'on va mettre quelques minutes, comme vous voyez. Mais en même temps, on va créer énormément de matériel et ça permet d'éviter une phase de saisie qui autrement prendrait beaucoup de temps et qui se reposerait sur des données qui ne sont pas nécessairement disponibles simplement pour les acteurs. Voilà, je le fais en temps réel, je ne cherche pas à zapper les étapes, mais ça va être à peu près, ça va être très rapide. Voilà, donc on a terminé, on peut fermer cette fenêtre.
Et là, vous voyez qu'on a généré automatiquement un système, le plan projet, donc on avait vue cumulative, donc toutes les revues avec l'ensemble des métiers qui contribuent. Ici, vous allez retrouver la PBS, le Product Breakdown Structure, qui a été identifié par le système. Donc, vous voyez, il y a les produits de niveau 1, niveau 2. Il y a 6 produits de niveau 1. Et ici, on a demandé à n'avoir que les activités techniques et de construction. Donc, il n'y a pas la partie, par exemple, funding, permitting, land acquisition qui apparaît. Donc, ça n'est qu'une partie du projet. Si je veux faire plus, il faut que je le demande. Voilà. Donc, les vues qu'on obtient à partir de là, c'est les vues habituelles de Fast & Studios. Vous avez une vue cumulative qui est un peu une vue de synthèse qui vous indique les différentes revues qui ont été identifiées. Et puis pour chaque produit de premier niveau, vous avez une visualisation en fait du partage d'activités avec toutes les ressources qui sont mises en œuvre. Alors ici, il y a un affichage qui est partiel. Si vous voulez visualiser, en fait, il faut cliquer sur le menu et vous voyez apparaître en fait une description complète de toutes les compétences qui ont été identifiées. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut modifier, c'est-à-dire qu'on peut demander un nombre de compétences plus limité. Et si on a une référentiel de compétences, on peut demander à les sélectionner dans ce référentiel, évidemment. Donc ça vous montre un petit peu les profils d'activité sur chaque système, quand est-ce qu'on intervient dessus, à quel moment. Ici, vous avez une courbe de charge, et ici, vous avez une courbe en S. Donc ça, c'est vraiment une vue de synthèse. Après, vous avez le Gantt du diagramme. Donc là, on voit qu'il y a 300 activités, tâches élémentaires et revues qui ont été générées. Et donc ça, on va pouvoir l'exporter sous forme d'un Gantt. Vous avez une vision de la workload qu'on avait déjà sur la première page. La S-curve, c'est pareil, une version un peu plus précise. Et cette vue-là est intéressante aussi parce qu'elle vous donne le lien entre une version pseudo-Gantt, on va dire, l'ensemble des activités et leurs relations, et puis le charge. Alors ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez sélectionner en fait un ensemble de métiers, par exemple les métiers qui sont liés à l'electrical engineering, l'installation. Ok. Et ça vous permet de visualiser en fait les activités d'un métier et de les visualiser si vous voulez, savoir exactement qu'est-ce qui est fait et quand par rapport au projet. Voilà, à ce stade, on n'a pas fait de définition de sous-traitance. Une première définition de WBS très orientée produit, on va dire. Voilà, si je vais ici, en fait, vous voyez que j'ai toutes les activités. Pour chaque activité, j'ai toutes ces entrées-sorties. Alors, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez générer beaucoup d'informations. Donc, si je regarde par exemple les générations, je peux regarder tous les documents en fait qui sont créés avec ce projet au fil du temps. Donc, je vais avoir les documents, le produit correspondant, le type, et puis ici le work package qui produit, le work package qui consomme, et la date à laquelle le document devrait être disponible. Et tout ça a été généré automatiquement grâce à la librairie de process qu'on amène sur étagère. Et puis on voit qu'il y a un certain nombre de documents qui sont censés passer dans des revues et qui sont indiqués. Donc ça c'est la DDL, le Delivery Document List. Pareil, vous avez un document qui vous retrace tous les livrables en fait physiques, les produits qui vont être livrés au cours du projet, qu'il y en a beaucoup moins, avec les mêmes informations. Vous avez d'autres générations, vous pouvez faire un WBS. WPD, c'est un petit peu une description pour chaque work package des activités et de revues. Donc allons le regarder. Alors ça, c'est fait à base d'Excel. Et grosso modo, ça vous fait une fiche pour chaque work package. Donc ça, c'est la partie compétences. Donc c'est-à-dire
croisement entre les work packages et les compétences. Bon, c'est un format à retravailler. Et oui, ce que je voulais faire, c'était le WP Documentation Export, pardon. Et là, on va avoir des fiches de l'eau par défaut qu'on pourra réagencer dans l'outil, mais qui sont générées automatiquement avec le projet. Fait, voilà, toutes les générations qu'on est capable de fabriquer à partir de FAST sont disponibles directement, même sur la base d'une génération automatique. Voilà. Donc ici, vous avez chaque Work Package, et si vous sélectionnez un Work Package, en fait, vous allez avoir des informations générales, euh, les articles en fait correspondants, les événements de démarrage et de fin, les work packages qui doivent se dérouler avant et après, une description si elle est formatée, ça c'est la description des documents, les documents, les entrées au sens produit, euh, les inputs du client, les outputs du work package, les outputs vers le client, et puis un plan de documentation qui vous dit grosso modo sur quelle revue en fait sont revus les différents documents, les différentes sorties, les différentes productions du work package. Et vous avez ça pour tous les work packages du projet. Voilà. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appellerait les fiches de l'eau dans un format Excel. Voilà, j'en prends une autre au hasard. Et pareil, je vais avoir un plan avec une revue. Celui-là est vide. Pas de chance, je vais en prendre un autre. D'ici cabling, mais ça, tout ça, vous pouvez remodeler les périmètres séparément. Et voilà. Bon. Ça, en fait, si vous remodelez, si vous décidez de regrouper par exemple les Work Packages ensemble, toutes ces fiches-là vont être mises à jour en fonction de ce que vous faites. C'est l'avantage d'avoir un modèle, en fait, ça vous génère toute la documentation. Voilà, et puis ensuite, et bien sûr, un export vers un MS Project. Donc ça, c'est la version. Et ici, en fait, vous allez pouvoir avoir votre planning façon Gantt dans MS Project généré automatiquement à partir du modèle. Et on peut intégrer finalement dans ce document toutes les informations qu'on a dans le modèle si besoin. Oui, alors, oui, en dernier ressort, en fait, toutes ces vues existent et peuvent être creusées. C'est-à-dire que ici, si je sélectionne simplement le système photovoltaïque, bah, je vais avoir la décomposition en fait en sous-produits du système photovoltaïque et voir quelles sont les ressources et quels sont les coûts induits par ce sous-système. Voilà, je peux faire ça sur chacun des sous-systèmes et visualiser en fait où se trouvent les coûts, à quel moment, en fonction de chaque sous-système. Et je peux faire ça à plusieurs niveaux, si je veux, pour raffiner en fait mon analyse. Voilà, donc en fait l'outil est complètement brousable et les vues se mettent à jour en fonction du périmètre qu'on regarde. Voilà, donc ceci étant, là l'objectif c'était simplement de montrer à quel résultat on arrive. Alors, si on veut un récap, eh bien le voilà. Donc en fait, ça c'est le modèle qui a été généré automatiquement avec toutes ces revues et son arborescence produit, les cycles de vie appliqués, les job functions, des estimations de workload, de coût de cycle et de durée de cycle. Et tout ça a été rempli complètement automatiquement par l'IA, évidemment morceau par morceau. C'est-à-dire, tout ça c'est découpé en 20 ou 30 requêtes différentes pour être intégré dans ce format-là. Et ça, c'est toutes les informations d'entrée dont on a besoin pour animer un fast plan et générer un plan projet. Voilà, j'ai terminé l'introduction. Donc voilà, si on veut faire mieux sur un périmètre particulier,
Il faut faire évoluer le modèle IA sur lequel on se base et intégrer des données clients un peu customisées et avoir quelque chose de précis qui prend en compte les données clients. Merci.